Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode est Sensibilisation au risque, comment prendre de bonnes décisions. Ce livre raconte le contenu principal du livre, vous apprendre correctement ce qu'est le risque, comment le comprendre correctement et comment le percevoir. Risque et comment gérer les risques. L'auteur de ce livre est Gerd Giranz, célèbre psychologue et scientifique en gestion allemand. Sa réalisation la plus remarquable est dans le domaine de l'étude de la façon dont les humains portent des jugements et des décisions. Ses recherches sur le risque et l'intuition sont fondamentalement inégalées. Ses livres sont essentiellement dans ce domaine, et ce livre, c'est le chef-d'œuvre de Giranz. Giranz est un maître dans ce livre, il utilise des histoires pour nous expliquer comment reconnaître correctement les risques, comment communiquer efficacement sur les risques et comment y répondre correctement. Commençons par l'explication de ce problème. Les éruptions volcaniques, les crises des prêts hypothécaires à risque, la propagation de la maladie de la vache folle et les crises dans ce monde continuent de se produire. Cependant, hormis la panique, l'anxiété et quelques résumés et précautions, rétrospectifs une fois la crise passée, il ne semble y avoir aucun problème. La meilleure solution. Par exemple, les prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Après la crise, la solution a été de renforcer la surveillance. Après le 11 septembre, la solution a été de créer le département de la sécurité intérieure. Cette méthode de suivi des risques fonctionne-t-elle vraiment ? L'auteur a dit que ces méthodes brutales sont appelées paternalisme, tout comme un père traite ses enfants. Laissons les experts dire à chacun ce que nous devons faire. Les résultats de cette méthode ne sont souvent pas idéaux. L'auteur propose donc que nous devions prendre la vie et la santé en main et améliorer notre capacité à faire face aux risques et aux incertitudes. Comment ceci peut être fait ? L'auteur nous propose 5 étapes, à savoir, comprendre ce qu'est le risque, comprendre pourquoi les risques sont imprévisibles, apprendre à communiquer les risques, comprendre les 2 méthodes les plus courantes que nous utilisons pour faire face aux risques, les choix défensifs et les règles empiriques, et comprendre leurs méthodes respectives. Application, scénario et limites. Première partie. Commençons par les bases et voyons ce que signifie réellement le risque. L'auteur estime que les risques sont divisés en risques connus et risques inconnus. Les risques dont nous parlons habituellement sont des risques réellement connus et il y a davantage de risques inconnus. Risques connus, comme les machines à sous de casino, tant que vous y jouez suffisamment de fois, la probabilité de gagner ou de perdre peut être calculée, ou à la loterie, la probabilité de gagner un grand prix de 10 millions est également fixée dès le début, nous venons de le faire. Allez frapper simplement cette probabilité. Par conséquent, la possibilité de perdre de l'argent en jouant aux machines à sous et en achetant des billets de loterie est appelée risque connu. Mais des risques qui n'ont pas de probabilité fixe, comme avec qui devrions-nous nous marier ? Quelles actions acheter ? Y aura-t-il un tremblement de terre majeur ? Dois-je faire confiance à mon patron, mes collègues ou mes partenaires commerciaux ? Ces problèmes ne peuvent être résolus par le calcul, ce sont des risques inconnus, qui sont de réelles incertitudes. Alors, peut-on prédire des risques inconnus ? Pour être honnête, l'auteur n'a pas dit qu'il était absolument impossible de prédire, mais la probabilité d'une prédiction réussie est vraiment trop faible. Certains hauts responsables de divers domaines ont fait des prédictions très peu fiables. Par exemple, M. Daimler, le fondateur de Mercedes-Benz, a prédit un jour que le nombre de voitures dans le monde ne dépasserait pas 1 million à l'avenir, car il estimait que dans le monde il n'y a pas assez de pilotes sur Internet, et tout le monde connaît désormais les résultats. Pour donner un autre exemple plus ancien, Bell a inventé le téléphone il y a plus de 100 ans. À cette époque, la plus grande société de télégraphie des États-Unis l'avait rejeté et estimait qu'une technologie aussi complexe ne pouvait pas être appliquée à grande échelle. Une autre entreprise britannique était encore plus amusée. Elle a déclaré que nous n'avions pas du tout besoin d'un téléphone parce que notre pays avait beaucoup de facteurs. Il suffit de leur faire livrer des lettres. De quel téléphone avons-nous besoin ? Pourquoi cette prédiction n'est-elle pas fiable ? Parce que la prévision doit être basée sur une hypothèse, et cette hypothèse est limitée par l'environnement du prévisionniste à ce moment-là. Peu importe à quel point une personne est intelligente et bien informée, il est difficile de faire une prédiction qui transcende le temps et l'espace où elle sait donc qu'il y aura tellement de changements plus tard. La prédiction dite « faisant autorité » est devenue une blague. Par conséquent, pour reconnaître correctement les risques, nous ne pouvons que renoncer à la recherche de la certitude. Si vous espérez prévenir les risques grâce à la prédiction, vous feriez mieux de changer cette habitude, car le taux de réussite est trop faible. Puisque les risques sont partout et presque impossibles à prévoir, comment devrions-nous y faire face ? Cela nous amène à un concept, la communication sur les risques. C'est un peu rare, mais l'auteur dit qu'il s'agit d'une compétence que chacun devrait maîtriser. La soi-disant communication des risques fait référence à la description du concept de risque sous 2 dimensions professionnelles. Premièrement, lorsque vous décrivez les risques, utilisez autant que possible fréquence plutôt que probabilité d'occurrence. Par exemple, on entend souvent ceci dans les prévisions météorologiques, la probabilité de précipitation demain est de 30%. Mais réfléchissez bien, comprenez-vous vraiment ce que signifie cette phrase ?
À quoi correspond exactement 30%? Vous ne pourrez peut-être vraiment pas le dire correctement. Ce que cette phrase signifie réellement, c'est que les conditions météorologiques comme celles de demain, y compris la température, la pression, le vent, etc. se sont produites plusieurs fois auparavant, et selon les statistiques, les jours qui répondent à ce genre de conditions météorologiques, il a plu 30 fois sur 100. 100 pluie. Par conséquent, la probabilité de précipitation fait ici référence à une fréquence, c'est-à-dire à la fréquence des précipitations. 30% fait référence au nombre de jours de pluie. En clarifiant cette question, notre compréhension et notre description des risques seront beaucoup plus précises. La deuxième consiste à utiliser autant que possible le « risque absolu » pour décrire les risques et à éviter d'utiliser le « risque relatif ». Nous utilisons également une histoire pour illustrer. Un jour, le Comité britannique de sécurité des médicaments a émis un avertissement selon lequel une nouvelle génération de contraceptifs oraux doublerait le risque de caillots sanguins chez les femmes, soit 100%. Le nombre 100% est trop effrayant, cela semble signifier que tant que vous prendrez ce médicament, vous tomberez certainement malade. À cette époque, cette nouvelle a provoqué un tollé et tout le monde avait peur de prendre la pilule contraceptive, ce qui a entraîné une augmentation significative du taux de grossesse non désirée et d'avortement. Mais au fait, que signifie 100%? Tout d'abord, cela concerne l'ancienne génération de pilules contraceptives. Pour l'ancienne génération de pilules, environ une femme sur 7000 qui prend cette pilule aura des caillots sanguins. Ensuite, le risque de prendre la nouvelle génération de pilules contraceptives est plus élevé que les générations plus âgées de pilules contraceptives ont un risque accru de 100%, et non augmenté à 100%. En d'autres termes, pour 7000 femmes prenant la nouvelle génération de pilules contraceptives, 2 peuvent avoir des caillots sanguins, et c'est tout. La raison pour laquelle les gens paniquent est qu'ils interprètent les risques relatifs comme des risques absolus. Par conséquent, lorsque nous évaluons les risques, nous devons nous interroger sur les risques absolus, et non relatifs, car les chiffres du risque relatif peuvent être si élevés qu'ils peuvent mal comprendre les gens. En termes de risque absolu, nous pouvons ressentir plus intuitivement l'ampleur du risque, ce qui nous aidera à éviter de nous tromper. Faites attention à la fréquence, plutôt qu'à la probabilité, et faites attention au risque absolu, plutôt qu'au risque relatif. C'est ce qu'on appelle la communication sur les risques, qui est la compréhension et l'expression précise des risques. C'est d'ailleurs à cela que nous devons prêter attention lorsque nous examinons des données statistiques. De nombreuses données dites, parlantes, ne disent en réalité que la moitié de la vérité et sont souvent plus trompeuses. Face aux statistiques, il suffit de faire 2 choses. Premièrement, examiner les données les plus complètes pour voir si elles sont absolues ou relatives. Deuxièmement, examiner comment les données sont affectées par la position du fournisseur. La seconde partie. Ce qui précède à expliquer comment comprendre les risques et comment mener une communication sur les risques. Voyons ensuite comment nous devrions prendre des décisions face aux risques et ce que sont les choix défensifs. Le soi-disant choix défensif signifie que lorsque nous sommes confrontés à des risques, nous choisissons généralement des stratégies d'adaptation conservatrices et défensives. Cette tendance à ce choix provient de notre instinct inné d'éviter les erreurs et les dangers, ainsi que de notre instinct de suivre le troupeau. Face à certaines décisions importantes, nous avons souvent peur d'être différents des autres, peur de devenir une exception et peur d'être isolés. C'est ce facteur inné dans la nature humaine qui conduit à l'émergence d'une prise de décision défensive. Par exemple, dans une certaine situation, l'option A est à l'origine le meilleur choix, mais les gens finissent souvent par choisir B, car l'option B n'est peut-être pas la plus propice à la résolution du problème, mais elle est la plus propice aux décideurs. Se protéger. Prenons l'exemple d'un hôpital. Lorsqu'un médecin soigne un patient, il a souvent recours à un traitement surmédical, car le médecin estime que s'il ne fait pas beaucoup d'examens, il lui prescrira beaucoup de médicaments, voire une opération. Pour le patient peut avoir l'impression que l'inaction intentionnelle néglige la maladie. Les patients et leurs familles auront l'impression que l'attitude du médecin envers les patients n'est pas assez positive, et ils peuvent même intenter une action en justice contre le médecin. En fait, les méfaits d'un traitement médical excessif sont en réalité assez importants. Cependant, pour les médecins, un surdiagnostic et un traitement peuvent les épargner des troubles mentionnés ci-dessus et se protéger. Quant aux conséquences graves d'un diagnostic et d'un traitement excessif, elles ne sont peut-être pas évidentes au premier abord, et il faudra du temps pour que le problème devienne apparent. Les statistiques indiquent que 2,5 millions d'interventions chirurgicales aux États-Unis sont inutiles chaque année et que 93% des médecins utilisent dans une certaine mesure des méthodes de diagnostic et de traitement médicaux défensifs. La prise de décision défensive peut être divisée en défense passive et défense active. Pour reprendre l'exemple du médecin, le surtraitement est une défense active, tandis que la défense passive consiste simplement à essayer d'éviter de prendre soin de patients à haut risque, d'éviter les interventions chirurgicales à haut risque et d'éviter de devenir obstétricien et gynécologue. Par conséquent, face à des risques, ni la prise de décision défensive active ni la prise de décision défensive passive ne constituent l'option optimale. Alors, quelle est la règle de réponse au risque la plus efficace? C'est en fait très simple, il suffit de se tourner vers notre intuition et notre expérience. Il y avait un film populaire intitulé Sully avec Tom Hanks.
L'intrigue générale est la suivante, un avion de ligne a heurté une volée d'oiseaux en l'air et les deux moteurs ont été endommagés. À cette époque, qu'il s'agisse d'un retour ou d'un atterrissage d'urgence sur un autre terrain, les risques sont grands, et peuvent même entraîner des conséquences catastrophiques. Le protagoniste de l'histoire, le capitaine Sally, a choisi de prendre le risque et d'effectuer un atterrissage d'urgence sur le fleuve, et finalement s'est échappé avec succès. Ce scénario est basé sur des personnes réelles et constitue un grand exploit dans l'histoire de l'aviation. L'auteur a également mentionné ce cas dans ce livre. Alors, comment le capitaine Sully a-t-il pris cette décision dans une situation aussi d'urgence? Il n'a pas fait son choix en calculant précisément la vitesse de vol, la vitesse du vent, l'altitude, la distance, etc. mais en utilisant des règles empiriques simples. Il a pris une décision décisive sur la base de son expérience de vol accumulée au cours des dernières décennies. Pour effectuer un atterrissage d'urgence. De nombreuses personnes ont ensuite interrogé le capitaine Sally et ont déterminé, grâce à des calculs informatiques, que dans les circonstances de l'époque, il était possible de retourner à l'aéroport où l'avion avait décollé et d'effectuer un atterrissage d'urgence. Il n'était pas nécessaire de prendre un si gros risque et atterrir sur la rivière. Plus tard, le capitaine Sally a prouvé en simulant le système nerveux humain qu'il était impossible pour le cerveau humain de calculer autant de données précises du premier coup. En tant que pilote, à ce moment-là, il n'avait d'autre choix que de s'appuyer sur sa riche expérience de vol. Pour faire face à ce risque. C'est aussi la clé de sa réussite. Il y a aussi quelques petites choses qui prouvent la même vérité, par exemple, les excellents joueurs de baseball ne comprennent généralement pas les mathématiques avancées et ne peuvent pas dessiner de paraboles pour calculer la trajectoire de la balle, mais cela ne les empêche pas de prendre des décisions parfaites basées sur leur intuition. Juge. Leur capacité à attraper ces difficiles balles volantes du ciel ne repose pas sur des calculs, mais sur une riche expérience sportive. Le capitaine Sully et les joueurs de baseball utilisent en fait des règles empiriques, l'accumulation d'expérience du premier vient davantage de l'entraînement, tandis que le second s'appuie parfois sur des réactions subconscientes, c'est-à-dire l'intuition. En fait, l'intuition est aussi une forme de règles empiriques. Elle comporte 3 points principaux. Premièrement, l'intuition est plus rapide que la conscience et se produit souvent immédiatement. Deuxièmement, nous ne savons pas pourquoi ce sentiment se produit. Troisièmement, ce sentiment est suffisamment fort pour nous inciter à agir immédiatement. Alors pourquoi les règles empiriques et l'intuition sont-elles bonnes? Parce que le bon sens et les connaissances des gens sont incomplets, en particulier lorsque les gens ont certaines connaissances mais ne les ont pas consciemment triées, cela perturbera leur jugement. Au contraire, si vous maintenez une cécité et une ignorance modérée et utilisez activement l'expérience existante pour explorer, vous pouvez augmenter considérablement les chances de faire le bon choix. L'ignorance aveugle, ici n'est pas un terme péjoratif, il fait référence à la simplicité et à la simplification. Einstein disait, tout doit rester simple. C'est ce qu'il voulait dire. En parlant de cela, regardons un autre exemple. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. C'est un dicton en or en matière d'investissement. Je pense que beaucoup de gens l'ont entendu. Cette phrase a été prononcée par Markowitz, le prix Nobel d'économie. Il a également utilisé une formule très compliquée. Il a élaboré sur un portefeuille d'investissement avec un rendement maximum et un risque minimum, qui est le modèle moyenne variance le plus célèbre. C'est cette réalisation qui lui a valu le prix Nobel. Tout le monde peut penser qu'il utilise également cette méthode complexe et avancée pour acheter des actions. Mais le fait est qu'après avoir pris sa retraite, il a fait une chose très simple, il a divisé son argent à parts égales en N actions et les a utilisées pour acheter différentes actions. Notez qu'il s'agit d'une moyenne très simple, juste une division. Les faits ont prouvé que les rendements obtenus grâce à cette approche sont supérieurs à ceux des portefeuilles d'actions lancés par des sociétés de fonds professionnels, et même supérieurs au modèle moyenne variance qu'il a lui-même inventé. Dans les compétitions boursières organisées par certains instituts de recherche et médias de qualité, les joueurs qui utilisent cette méthode d'investissement intuitive à allocation égale se démarquent généralement. L'auteur estime que les gens ordinaires suivent des principes simples et éclairés lorsqu'ils investissent dans des actions, n'investissent que dans des objets d'investissement qu'ils comprennent et font des choix d'investissement basés sur l'intuition, ce qui est comparable aux performances des experts financiers, des fonds communs de placement de premier ordre et des indices boursiers. Cela illustre une vérité simple, moins c'est plus d'informations n'est pas mieux, et plus de choix n'est pas mieux. Cependant, rechercher la simplicité ne signifie pas que tout doit être résolu de manière simple et grossière, et simplification ne signifie pas simplicité. Par exemple, le modèle moyenne variance a finalement remporté le prix Nobel. Alors, quand cette chose est-elle la plus utile? Ce modèle est plus utile qu'une simple distribution moyenne lorsqu'un grand nombre de paramètres doivent être analysés et évalués sur la base d'informations passées. L'auteur donne ici 3 critères pour juger s'il faut recourir à des règles empiriques et à l'intuition ou à des calculs précis. Premièrement, plus l'incertitude est élevée, c'est-à-dire que lorsque le risque inconnu est plus grand, plus il convient de recourir à un jugement intuitif. Deuxièmement, lorsqu'il y a plus d'options, la probabilité d'échec du calcul des risques est plus grande et un jugement plus intuitif doit être utilisé. Troisièmement, lorsqu'il y a moins de données de référence historique, un jugement plus intuitif doit être utilisé.
Si les conditions ne remplissent pas ces trois situations, vous devriez utiliser moins d'intuition pour porter des jugements. Revenons maintenant à l'exemple des médecins. Alors, comment pouvons-nous obtenir le traitement le plus correct et le meilleur? En fait, la réponse est très simple, ne lui demandez pas quel conseil vous devriez me donner. Demandez-lui plutôt ce qu'il ferait s'il s'agissait de lui-même, ou de sa propre mère, de son propre frère ou de son propre enfant. Parce que la croissance de l'expérience personnelle des médecins et l'influence continue de leur environnement leur ont donné une intuition très fine et une excellente capacité de jugement basée sur des règles empiriques, il est proposé de lui demander de juger une certaine situation de son propre point de vue. Souvent plus efficace et direct que d'aider directement les autres à tirer des conclusions, et peut mieux éliminer d'autres facteurs complexes et interférents. Au contraire, ils peuvent éviter le risque de surtraitement et obtenir la meilleure solution. Passons maintenant en revue les points clés de ce livre. Nous devons d'abord comprendre que le risque est un concept très large, incluant des risques connus et des risques inconnus. Les premiers peuvent être prédits, mais les seconds ne doivent pas nécessairement être prédits en vain, car toutes les questions dans ce monde n'ont pas de réponse définitive. Deuxièmement, nous devons apprendre à communiquer sur les risques, c'est pourquoi nous commençons par une compréhension correcte et une description précise des risques. Pour les risques, le critère efficace est la fréquence, plutôt que la probabilité. Ce qu'il faut noter, c'est le risque absolu, plutôt que la probabilité. Que le risque relatif. Ensuite, nous avons examiné la stratégie la plus couramment utilisée par les gens face au risque, la prise de décision défensive. Dans l'ensemble, les inconvénients de cette méthode l'emportent sur les avantages. Enfin, l'auteur discute de la prise de décision la plus efficace face au risque, les règles empiriques, et évoque le principe de fonctionnement de l'expérience et de l'intuition, c'est-à-dire le principe de simplicité. Dans la plupart des situations où il n'y a pas de conditions ou pas de temps pour effectuer des calculs minutieux, l'expérience et l'intuition peuvent souvent devenir un moyen efficace de lutter contre les risques. Bien sûr, nous devons également prêter attention aux limites de l'expérience et de l'intuition. Elles ne sont pas une panacée, c'est pourquoi nous énumérons à la fin les scénarios dans lesquels l'expérience et l'intuition sont applicables et inapplicables. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.